Geht. Ja, buonasera. Herzlichen Dank für die Einladung. Merci beaucoup de m'avoir invité Einslingen. à Denzlingen. Es ist für mich eine große Ehre, C'est un grand honneur pour moi d'être présent parmi vous ce soir. meinen Vortrag einigermaßen Je vais nach meinem Manuskript zu halten. Essayer de m'en tenir à mon manuscrit, car sinon nos interprètes risquent de souffrir, ce que j'aimerais éviter au plus haut point. Erzähle euch Je vais vous parler von dieser anderen Welt. Ich d'un univers un peu möchte eigentlich différent. nur berichten, ich möchte En fait, j'aimerais überhaupt vous nichts rendre compte behaupten. d'un certain nombre d'éléments. Je ne voudrais pas faire d'affirmation. En effet, car si quelqu'un affirme quoi que ce soit, il a perdu d'emblée. Donc je vais vous parler, vous rendre compte Bisschen anderen Welt, d'un univers, d'un monde un peu différent, nicht groß über die Stadt. qui Vielleicht n'est peut-être erzähle ich mehr qui über est assez Berge. éloigné de la ville. Eine andere Welt, aber Je das Problem parlerai ist d'un autre eigentlich, monde ziemlich dont les problèmes ähnlich sont wie bei euch. finalement assez similaires que ceux que vous Ich habe connaissez. gesagt, ich möchte berichten. Und wenn ich Je jetzt vous ai dit sage, que j'aimerais Bauernes Leben, faire une das Leben ist die présentation. Norm des Architekten, wer das Et si j'ai vergisst, dit que fällt der Beliebigkeit dann la construction c'est la vie et la vie c'est la norme de l'architecte, et qui oublie ça risque de tomber dans le quelconque, ça ressemble à une affirmation. Mais en fait, ça correspond à ma manière de travailler et de vivre. Moi, je prétends que le travail et la vie sont intimement liés. Certes, si je ne vis pas, je ne peux pas travailler, c'est logique. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qui m'importe, c'est l'intensité du travail dans la vie. Et je vais parler également de la question de savoir est-ce que je suis prêt à me confronter aux réalités de la société ou pas. Pour ma part, la réponse est clairement oui. Notre travail ne prend un véritable sens que si on le fait. Soyons réalistes, on ne peut pas changer de façon substantielle la vie par l'architecture. Cela dit, l'architecture est un instrument qui permet d'améliorer la qualité de vie et de créer des lieux qui nous facilitent la vie. De ce point de vue, l'architecture, c'est aussi la vie. Personnellement, chaque semaine, je fais la navette entre ces mondes différents, entre Vrien, ce village, et Zurich, une grande ville. J'enseigne à Zurich et je vis à Vrien, et j'y travaille. Les distances entre ces deux mondes ne sont pas immenses. La distance est de 150 km. Cela dit, ces deux lieux sont très différents l'un de l'autre. Ce sont justement ces différences sensibles, notables, qui constituent un énorme privilège pour mon travail. Et elles me permettent aussi de collecter beaucoup d'expériences. Je vis en un lieu particulier, c'était important pour moi. J'ai toujours essayé d'aménager ce lieu particulier pour les bons mais aussi pour les mauvais moments, pour moi et pour les autres. Se concentrer sur un seul lieu, c'était une priorité importante pour moi. J'ai eu la chance, par ailleurs, de vivre différentes phases de ma vie dans ce village. Il y a eu énormément de changements en l'espace de 30 ou 40 ans, pas seulement dans la montagne, mais de façon générale. Je dirige un petit cabinet d'architecture de 4 à 6 personnes. Je ne souhaite pas qu'il soit plus grand, parce que sinon je ne pourrais pas continuer à travailler comme j'aime le faire. Je ne prétends pas qu'un grand cabinet d'architectes ne fasse pas du bon travail, mais si j'avais une équipe plus étoffée, il faudrait que je change de comportement. Je ne veux pas construire dans le monde entier. Ce que j'aimerais, c'est vraiment vivre le processus de construction de mes projets. Et bien sûr, je veux apprendre de mes expériences. Pour moi, il s'agit systématiquement d'acquérir un nouveau niveau d'expérience. Pour moi, c'est une autre forme de savoir, aller au-delà de l'acquisition de savoir. Nous savons que les expériences sont parfois un peu délicates, il faut être vigilant. Lorsqu'on a trop d'expérience, on risque de disparaître derrière
des idées. On devient un peu paresseux, on s'adonne à la facilité et la curiosité manque. C'est pourquoi il faut se réapproprier les espaces. Les expériences ne viennent pas toutes seules, elles sont le fruit de notre volonté et il faut y être ouvert. La provocation est nécessaire aussi. C'est parfois douloureux. La facilité n'ouvre pas la voie à tout type d'expérience. Ce n'est qu'avec le temps qu'on prend conscience de ses propres échecs. La quête d'expérience implique une coexistence étroite entre la volonté et le hasard. Dans la réalité du quotidien, les limites sont également importantes. Les limites naissent, elles sont une donnée, mais nous devons également les fixer. Parler aujourd'hui de limites ou de frontières est considéré comme indélicat, mais je ne parle pas d'États nationaux, d'États national. Je ferai bien partie de l'Union européenne, à l'instar d'autres Suisses. Il ne s'agit pas non plus de parler d'éculturation. Lorsque je parle de limites, de frontières, il s'agit beaucoup plus de définir des espaces de responsabilité. Sans un tel marquage, je ne sais pas pourquoi je suis responsable. C'est pourquoi nous devons définir des marquages. On pourrait également parler des seuils, car les seuils sont une métaphore aussi pour des périmètres des marquages. Les seuils sont indispensables pour les négociations permanentes de questions éthiques et sociétales. Ma vie a toujours été influencée par les seuils. Les seuils sont fascinants. Il y a également des seuils associés à des souvenirs. Donc vous voyez, ce seuil sur lequel j'ai joué en tant que gamin, j'ai fait des inscriptions avec mon couteau de poche. Et j'attendais que les vaches traversent ce seuil pour entrer à l'étable. Elles me regardaient fixement avec leurs grands yeux. Je trouve qu'aucun être humain n'a deux yeux aussi beaux que les vaches. Et Umberto Eco disait, une vache est toujours une vraie vache. Et aucun être vivant n'est aussi présent, n'a autant de présence que les vaches. J'en arrive au seuil de la communauté. En matière de communauté, les seuils sont indispensables quand il y a des visions différentes. Les conflits et la tolérance sont très proches. Dans ces processus, il est nécessaire de respecter des seuils pour éviter les conflits superflus. Et pourtant, il faut du courage pour franchir des seuils, pour découvrir ce qui est inédit. Et pour moi, ça a été très important pour le développement d'Œuvring. J'en arrive à la topographie. Il s'agit d'une description d'un lieu en termes de configuration spatiale. Mais c'est également une interaction entre l'homme et la nature. Et ça aussi, on peut le lire dans une topographie précise. Par exemple, le corps de village de Vrine, le seuil a une double fonction. Les Alpes vont jusqu'à ce point de jonction avec le village. Donc vous voyez la place du village, c'est là où se concentrent les bâtiments. Et de l'autre côté, il y a cette topographie très marquée. Et en fait, la pente est beaucoup plus raide qu'on peut le voir ici sur cette photo. Et pour moi, cet élément était très important. On ne voulait pas construire au-delà de ces éléments plats. Il y a donc des seuils intérieurs, mais des seuils extérieurs. Il y a également des seuils entre ici-bas et l'au-delà. Pour beaucoup de personnes, la mort est encore considérée comme le seuil entre l'ici-bas et l'au-delà.
Même si on refoule souvent la mort, il s'agit quand même de trouver un certain rapport avec la mort, car finalement nous ne sommes pas immortels. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qui nous attend? Ce genre de questions permettent aux humains de trouver leur volonté d'exister, de vivre. S'il n'y avait plus de questions, si toutes les questions étaient clarifiées, l'espoir mourrait. Et vous voyez ici une chambre funéraire. Je vais revenir sur son détail un peu plus loin. Et dans cette chambre funéraire, nous avons pris en compte différents aspects. J'en arrive à présent au seuil de la construction. Vous voyez ici un bâtiment dans la construction, le type de construction que je préfère, qui emboîte différentes pièces de bois. Là aussi, je reviendrai plus en détail après. Il s'agit toujours aussi d'établir et d'élargir les seuils, d'utiliser différents matériaux, d'aller toujours plus loin, mais en respectant quand même les règles de base pour ce type de construction. Explorer les frontières, les limites, essayer d'aller au-delà tout en étant rigoureux et vigilant pour que ça ne casse pas. Ça, c'est une activité qui m'a occupée pendant des décennies. Il existe également des seuils entre l'homme et la nature et la culture. Cela m'a conduit à une attitude qui m'a profondément marquée. La culture peut être considérée comme une sorte d'instrument que les humains utilisent pour s'en sortir avec la nature et les éléments primaires. Ce processus culturel a souvent été un peu dépassé dans la dimension cartésienne. En tout cas, on pensait souvent dans l'esprit cartésien que tout ce qui ne disposait pas d'une conscience propre était librement utilisable. Et cela conduit à une objectivisation de la nature. En tant qu'enfant, j'ai perçu cette nature de façon totalement différente de la manière dont je l'aperçois aujourd'hui. La nature n'était ni bonne ni mauvaise, elle était simplement comme elle était. En tant que fils de paysan, je devais garder les vaches, monter chaque jour dans la montagne. À l'époque, on ne parlait pas de nature. On ne connaissait pas, ou les gens ne connaissaient pas cette notion. On avait une approche plus directe, on parlait de prairies, de pentes d'avalanche, de champs de patates. Ce lien direct entre l'attention et l'appropriation, j'aimerais beaucoup le retrouver. Et je m'y emploie dans le cadre de mes différents projets, car cela entraînerait un rapport différent. Gommer complètement la frontière entre la nature et la culture, pour une grande réconciliation, ça ne serait pas possible, sinon les ours nous mangeraient. Mais après les nouveaux acquis, il serait quand même possible de réduire en moins un petit peu la distance entre la nature et la culture. Ce que j'ai découvert, c'est que l'idylle de la nature n'existe que pour les personnes qui ont beaucoup de distance par rapport à la nature. C'est le seul cas dans lequel émerge une sorte de vision romantique de la nature. Créer des lieux, tel est notre programme à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Qu'est-ce qu'un lieu? Un lieu d'importance, est un endroit auquel quelque chose se produit. Les événements qui sont provoqués par des humains, mais aussi par des choses. Dans l'enseignement et la pratique, nous défendons la conviction selon laquelle ce qui est décisif dans la vie de chaque personne, malgré les changements, se produit envers et contre tout dans les lieux spécifiques et concrets. Le lieu est important. Une relation amoureuse se déroule aussi dans un lieu particulier. L'amour à distance, j'ai du mal à me l'imaginer. Aucun lieu ne peut être un lieu holistique, mais nous aimons parler d'ensemble. Il s'agit de lieux où différentes entités coexistent.
Wechselbeziehung. Et ces entités sont en interaction les unes avec les autres. Par exemple, un bâtiment qui porte des fruits est une chose et fait partie d'un tel lieu. Mais il me donne quelque chose. C'est pourquoi j'ai une interaction avec cet arbre. Il n'a pas un effet muet. La distinction entre la chose et moi est poreuse. Les éléments factifs comme factuels, comme l'espace, la topographie, les matériaux, la construction font partie intégrante des lieux, au même titre que les émotions, les événements et les hasards. Même ce qui manque est important. Qu'est-ce qui pourrait manquer? J'essaie de créer des lieux qui servent autant aux humains qu'aux lieux. L'objectif ultime, ce sont les significations qui résultent de l'interaction entre les conceptions idéales et la réalité. L'utopie, les représentations idéales, les significations sont nécessaires pour la jeunesse de la culture. Pour la production de telles significations, nous nous engageons pour chaque projet au même titre que vous. Dans cette conception, la culture est à la base de la conception. Ce qui marque, ce qui caractérise un lieu, ce lieu doit être compris globalement. L'existant est important au même titre que le possible. Et il faut dire qu'un lieu est toujours une idée, une représentation. Cela a toujours été comme ça. Donc la culture, c'est le point de départ de la conception et donc, en partant de là, il y a d'autres questions qui se posent en cours du procès. C'est toujours plus qu'une jolie forme et plus qu'une gestion de problèmes qui nous pèsent. Bien sûr, il y a aussi nos désirs, nos imaginations de comment la vie pourrait être. Ça aussi, c'est important. On me demande souvent, par exemple, mes étudiants, c'est quoi la culture en fait? Ou comment quelque chose devient culture? Est-ce que c'est une question qui se justifie? Je pense que ça, c'est une réponse que chacun doit trouver pour soi. Peut-être la culture, c'est la différence. Parce que s'il n'y aurait pas de différence, tout serait la même chose, tout serait harmonisé et personne ne parlerait de la culture. La culture, ce sont peut-être les nuances, mais peut-être aussi ce qui se ressemble. Quoi qu'il en soit, la culture demande des prises de décision. Elle n'est pas juste là. La culture, elle connaît aussi des limites, des frontières et leurs transgressions. Ce qui est important, c'est surtout la recherche du sens commun, de ce qui nous relie. Et je pense que qui croit à la culture croit à cela, qu'il y a quelque chose qui est commun à tous. Ce qui est commun à tous est capable de prendre les différentes formes et remplace toutes les conditions qui étaient données auparavant. Il y a aussi des lieux qui représentent cela ici dans les environs. Je vais découvrir ça dans les prochains jours. Souvent, les lieux ont été créés parce que les possibilités étaient limitées, comme par exemple trouver les matériaux ou avoir des formes de gestion de ces matériaux particuliers à un lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, on développerait les lieux en partant de ce qu'on peut faire et de ce qu'on sait aujourd'hui. Ils ne seraient pas pareils. Souvent, on parle de l'authenticité. Pour moi, je crois que ça n'existe pas. Personne n'est vraiment authentique. C'est une représentation de l'extérieur. Aujourd'hui, on parle aussi de ce qui est
intrinsèque à un lieu. Ça aussi, c'est une mode. Peut-être l'originaire, l'originel, ce serait une équivalence à trouver pour l'architecture moderne. Lorsqu'on est face à un lieu comme ça, une des difficultés, c'est de trouver la forme d'expression artistique. L'architecte, par exemple, toi, tu étais à Avril et tu dis je n'ai rien découvert d'exceptionnel à Avril. Et ben, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais continuer la norme en quelque sorte. La forme artistique relève de quelque chose de général. Bien sûr, il y a les données culturelles d'un lieu, mais moi, je ne vois ça pas comme une limitation de mon travail. Au contraire, ça me cadre, ça me soutient. C'est comme un échafaudage mental. Ça me structure et en même temps, ça me donne beaucoup de liberté lorsque je sais par exemple, je vais pas bien et je sais que j'ai des amis, et bien du coup, je me sens libre. La liberté, c'est aussi le lien avec un lieu, avec une culture, et ça relève aussi de l'amitié et du bon voisinage. L'architecture, bien sûr, elle revendique l'autonomie et c'est légitime et nécessaire. Autonomie, ça veut dire autodétermination. C'est une aspiration à la liberté et on voudrait travailler à partir de cette liberté-là. La concentration, l'appréhension d'un lieu et l'appartenance à une culture avec un sens commun, c'est ça qui me donne cette grande liberté. Et je pense que les libertés dont j'ai besoin pour exprimer mon art viennent de ces paramètres. Et donc, en fin de compte, c'est ça l'autonomie de l'architecture. L'expérience, l'appréhension des spécificités et des différences d'un lieu, c'est ça qui me rend libre pour pouvoir travailler en dehors de ce lieu. C'est là que je peux être autonome. Si je ne travaille pas à partir de paramètres donnés, je vais répéter des choses à d'autres lieux. Et ça, je ne veux pas. Parce que sinon, ces autonomies sont à nouveau en concurrence. Mais être autonome, ça ne veut pas dire être moins solidaire. Ça, c'est à moi, cette pierre. C'est une grande pierre. Elle est magnifique, cette pierre. Et j'ai un rapport, une relation avec cette pierre. Les relations doivent être belle, les choses aussi. La beauté, c'est quelque chose de très important dans la vie. La beauté, c'est un moteur pour l'être humain. La beauté qui m'intéresse, en revanche, c'est plus que ce que revêt la surface. Bien sûr, les matériaux, la conception, c'est important, mais il y a aussi d'autres choses que l'on ne voit pas avec les yeux, mais qui sont intrinsèques aux choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses et leur simplicité créent l'identité du quotidien. Une maison ne doit pas être un produit artistique dans sa forme, mais peut-être c'est la façon de laquelle elle est faite qui dégage quelque chose d'artistique. Dans chaque artisanat ou dans chaque culture d'artisanat, on gère le général, le tout venant, mais de manière individuelle. On le transforme et on trouve des variations. L'artisanat, c'est toujours un raffinement de quelque chose.
Et lorsque ces forces se joignent, là, les choses dégagent quelque chose de particulier. Pour citer Heidegger, qui disait « Das Ding dingt », ça veut dire « la chose rassemble, la chose fait les choses ». Pour moi, l'architecture, c'est aussi se rapprocher aux choses. Si tu n'as pas été à Vrine depuis longtemps, il faudrait que tu reviennes parce que c'est comme ça que j'ai travaillé à Vrine depuis 30 ans. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, en fait. Ce n'était pas forcément conscient. Ça, c'était Vrine, il y a 4 jours, lorsque je suis partie. Nous avons déjà eu l'entrée de l'hiver, mais il y a eu aussi quelques journées de beau temps depuis, et la neige, elle a refondu. Mais Vrine, pour moi, ce n'est pas un projet qui a démarré hier et qui s'achève demain. Pour moi, Vrine, c'est une façon de vivre. C'est partie de ma culture, c'est intemporel et ça durera le temps que ça durera. Et les travaux que je réalise ici sont aussi des tentatives de m'y sentir le mieux possible, de m'y installer, de rendre la vie le plus agréable possible pour moi et pour les autres. J'y travaille ici à Vrine et j'y vis. C'est à 1450 mètres au-dessus de la mer. La langue parlée, c'est le romanche, c'est une langue minoritaire en Suisse. L'allemand, pour nous, c'est une langue étrangère. J'ai essayé de créer à Vrine des espaces qui servent les humains, mais aussi les lieux. Le lieu se transforme sans cesse. Et la transformation, le changement, de toute façon, il arrive quoi qu'on fasse, ou même si on ne fait rien. Alors, des fois, le changement, ça donne aussi une nouvelle liberté et une nouvelle forme d'existence meilleure. Mais dans le cadre de ce contexte culturel, la transformation, le changement a été porté par des stabilités intemporelles. Et des données comme cela sont pour nous des causes ou les moteurs pour créer des lieux qui, après, deviennent indispensables. Une rupture radicale n'aurait jamais apporté un lieu aussi identitaire. Le rapprochement à cette intention est aussi important dans le processus de création que la mémoire et l'oubli. Oublier quelque chose, ça veut dire lâcher du lest, et la mémoire nous préserve de la perte de valeur. Donc, les significations, c'est important parce que des significations des choses se forment des stabilités qui sont indispensables, qui sont des bases indispensables pour d'autres transformations ou changements, même pour le nouveau. Là, voilà, ça c'est Vrine, là c'est le corps du village. Nous avons construit des rues nouvelles. Ces tapis, là, ces carrés ont été rassemblés pour créer des espaces plus grands. C'est un remembrement qui s'est effectué. Ça, c'est de la topographie. Ça, c'est la vieille ville. Et ici, la partie plus nouvelle et des constructions agricoles qui n'avaient plus de place au sein du village. Là, c'est des étables. Ça, c'est une boucherie par ceux qui
ont une boucherie en même temps qu'ils ont une exploitation agricole. Ce sont des animaux qui grimpent très bien, très facilement. Moi, j'ai aussi essayé de promouvoir l'élevage de chèvres chez nous. Voilà une salle polyvalente que nous avons créée, une salle pour faire du sport. Voilà ces poutres qui... C'est vrai que ça peut être comme le bricolage, parce que le bricoleur, il n'a que ce qu'il a. Il a son matériau, il a ses outils et il fait avec ce qu'il a. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est aussi une forme, comment dire, d'alchimie. Peut-être on est un peu alchimiste, parce que l'alchimiste, il essaye de fabriquer de l'or, de transformer tout ce qu'il a en or. Là, nous avons ici les 5 planches. Ici, il y a ce haut-banc. Et ils sont... En fait, voilà, on voit cette construction. On a fait ça avec les artisans du village. Le menuisier, le charpentier, il disait que ça, j'y arriverais pas. Mais après, il l'a quand même fait. Et il était immensément fier d'avoir réussi. Donc, ça aussi, ça a renforcé leur confiance en eux. Là, j'étais peut-être encore un peu trop jeune et j'avais l'impression que c'était bien de faire du vieux et du neuf comme un contraste. Je me suis dit, voilà, le bois va vieillir, ça va avoir le même aspect et c'est bon. Mais moi, je dirais aujourd'hui que ce n'est pas bien de travailler comme ça, de le forcer. Il faut que ça se fasse tout naturellement. Voilà une cabine téléphonique. Lorsque Tété Avril, elle y était déjà. Swisscom voulait nous offrir une nouvelle cabine et ils ont dit, si vous voulez une belle cabine téléphonique anglaise, enfin on leur a dit, apportez-nous soit une belle cabine anglaise, soit on en fabrique une nous-mêmes et c'est ce qu'on a fait. Voilà, ce que j'appelle le Strickbau, ça c'est une façon de construire en imbriquant et superposant des poutres. Normalement, tricoter, Strickbau, c'est comme du tricot, mais nous on appelle ça Strickbau quand même. Alors, le typus et topos, alors la typologie et la topologie, ça m'a toujours intéressé aussi. Ici, on voit une maison avec les espaces et les cellules. Par exemple, ici, si vous connaissez la maison de Petersum dans le Palatinat, ce sont des cellules qui sont interreliées et il se crée un jeu entre les espaces, les différents espaces, les interstices, etc. Ici, nous avons remarqué qu'avec le Strickbau, on peut travailler d'une manière beaucoup plus plastique. La typologie, le type, c'est intéressant pour moi. Le type, c'est quelque chose qui fait référence. C'est moi qui le fais, toi tu le fais. Il y en a beaucoup qui font la même chose et tout le monde est d'accord, trouve ça bien et ça se répète. Et ça, c'est la création d'un type. Le type, c'est en fait ce qu'il y a de mieux. Mais la topologie, c'est aussi important. Topos, normalement, c'est la confrontation du type avec le lieu. Le type, la typologie, elle vient d'un endroit et lorsqu'on transpose ça à un autre lieu, on a la topologie. Donc ce sont des données qui influent sur ce lieu particulier et qui rentrent dans le processus de création. Voici un exemple
de construction de différentes pièces de bois qui sont imbriquées les unes dans les autres et empilées. C'est un mode de construction qui était connu dans toutes les Alpes. Ces dernières années, elles ont été remplacées par d'autres types de constructions en bois. Mais à Vrine, on voulait continuer à poursuivre cette tradition. C'était une décision tout à fait volontaire. En effet, à Vrine, on veut aller plus loin. Il ne s'agit pas que de conserver un village, préserver un village pittoresque, mais il s'agit beaucoup plus d'une concentration de savoir, de culture, et cela crée des interactions et des liens socioculturels. En effet, ce type de construction participe aussi de la chaîne de valeur. Loin des grands centres urbains, c'est très important. Cette technique du Strickbau exige aussi de fortes connaissances artisanales, car les règles doivent être respectées. En effet, le bois se tasse lorsque le bois est stocké debout et ensuite couché. Il faut prévoir des variantes, en tout cas des tolérances. Il faut accepter cet état de fait. Il ne faut pas nier justement ces changements, parce que sinon j'enfreins le principe. Et toute l'histoire, tout va s'effondrer. Il est possible d'utiliser ce type de construction de différentes manières. On peut mettre un revêtement intérieur ou extérieur. On peut également construire avec un double mur, par exemple, et isoler entre les deux parois. Et voici les maisons que nous avons à Vrine. Voici l'espace intérieur qui est né d'une vision assez sculpturale. Je n'ai pu utiliser qu'un matériau, donc le bois, pour tout, pour le plafond, les murs et le sol. Je me suis beaucoup inspirée de Eduardo Celli, ce merveilleux sculpteur espagnol qui a toujours créé des creux dans ses œuvres, dans le matériau. Et on avait l'impression que la matière qui manquait avait autant de rayonnement que la matière réelle. Voici donc un haut plateau avec des moutons. J'aimerais revenir sur la répétition qui est très importante pour moi. La répétition n'est pas une source de monotonie. On voit là des dizaines, voire des centaines de moutons qui se suivent à la queue leu-leu. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi fascinant. Handke, ce réalisateur autrichien, dit que ce qu'il réussissait le mieux, c'est la répétition et la rediffusion. Avec le temps, on obtient une certaine sérénité, on maîtrise de plus en plus ce que l'on fait, on comprend mieux les processus, on connaît mieux les influences extérieures et intérieures. La modification par la répétition, c'est essentiel. Si je fais quelque chose aujourd'hui et que je fais quelque chose de différent le lendemain, je sais que c'est différent, mais je ne sais pas forcément ce qui a changé. Si je fais toujours la même chose, je remarquerai au fur et à mesure ce qui change. Je sentirai les changements. Le changement deviendra palpable. Et à mon sens, c'est la répétition qui permet le mieux de percevoir le changement. La monotonie est importante aussi, une telle vision est un peu importante, mais la monotonie est un enrichissement. Prier le Paternoster, Notre Père pendant 1 heure sans réfléchir, cette monotonie est extrêmement enrichissante pour moi. Si on supporte la monotonie, je pense qu'elle dévoile beaucoup plus clairement certaines choses, et notamment des qualités. La répétition est pleine de force. Qu'a dit Goethe? Lorsque quelqu'un fait une chose, il fait tout.
Autrement dit, que si tu maîtrises bien, si tu comprends bien quelque chose, tu comprends et tu maîtrises aussi autre chose. Je dis souvent à mes étudiants, continuez jusqu'au bout de faire quelque chose, peu importe ce que vous faites, mais menez quelque chose à bien tout au long de votre vie. Je crois que, et je suis convaincue que c'est un enrichissement. Vous voyez ici une petite ébauche que j'ai faite pour la région de l'Appenzell. C'est un type de paysage qui ressemble un peu à l'Alsace, aux Pays-de-Bade. Il y a moins de montagnes que chez nous. Donc on voit ces limaces. En fait, ce sont des fermes qui sont nichées au pied des montagnes, voire dessus. Et ce qui était important pour moi, c'est les distances entre ces différentes fermes. Et là aussi, on construit de plus en plus, et ces distances, ces espaces libres disparaissent. La distance est également un facteur d'identité. La distance, les espaces libres entre ces différentes fermes a toute son importance. Et j'avais envie de dire justement aux personnes de cette région, soyez vigilants, ne sacrifiez pas vos espaces libres. La création d'espace n'est pas à mettre sur le même plan que l'aménagement de l'espace. Dans la technique du Strickbau, en fait, les différentes cellules constituent de l'espace et ont une fonction également structurante. Deux murs qui sont liés, ça n'est pas un espace clos. Si on a 4 murs, ça fait un espace clos, donc une pièce. Et on a joué avec cela. On s'est dit que ces limites, ces bouts doivent être poursuivis puisqu'il faut une stabilité. La cellule, c'est ce qui est essentiel dans ce concept de la Strickkonstruktion. La création d'espace est essentielle pour moi. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aménagement de l'espace, mais là j'ai l'impression que c'est un peu comme poser de la tapisserie, alors que créer de l'espace, c'est quelque chose que je crée, quelque chose qui se constitue autour de moi, à mon initiative. Le corps, le sentiment, la perception de l'espace est importante. Voici la chambre funéraire dont je parlais. Donc c'est un lieu d'exposition, si je puis dire, des défunts. Les habitants de Friene souhaitaient avoir un tel lieu. Jusqu'en 2005 à peu près, les familles conservaient les morts à la maison pendant 3 jours maximum. Je ne voulais pas empêcher ce projet, je voulais juste savoir ce qui les motivait. Pourquoi ce changement? Mais personne ne m'a vraiment expliqué pourquoi ils ne voulaient plus avoir les morts à la maison. C'est intimement lié, même si personne ne l'a dit, au refoulement de la mort, qui est présent, très présent. Nous avons donc invité la population à discuter de ce projet. On a parlé de rituels, de l'importance de ces rituels. Personnellement, j'ai fait aussi quelques expériences en la matière, puisque mes 2 parents sont décédés à la maison avant la construction de cette chambre funéraire. Donc vous voyez ici le cercueil de mon père dans notre pièce principale avec des chaises autour. Dans mon enfance, j'ai été confrontée intimement avec la mort. Dans un village, la disparition d'une personne est toujours un événement public. On ne peut pas échapper à la confrontation avec la mort. Parce qu'on connaît bien les gens, très bien. On connaît chacun, chaque habitant. Je ne connais pas que ma famille, mais tout le village. Et donc, je participe également à cet événement. Dans ce village, on ne peut pas échapper à la mort, comme dans tous les villages. Et le fait que la mort soit omniprésente s'impose à tous, la rend peut-être plus supportable. Au fur et à mesure, je me suis confrontée à ce rituel funéraire. J'ai essayé de le comprendre et de l'apprécier à sa juste valeur.
Et j'ai compris avec le temps qu'il reflétait, qu'il présentait une sorte de beauté magique. La chambre funéraire jouxte donc le cimetière à la croisée du village et de l'église. Je voulais absolument que cette chambre soit construite en dehors du cimetière. Il est question de deuil, donc elle est destinée aux vivants et non pas aux morts. D'où sa place en dehors du cimetière. Voici les plans, il y a 2 niveaux, en bas, en haut. Donc vous voyez, on rentre par en bas, mais on peut également rentrer dans le bâtiment par en haut. La pièce dédiée à la présentation à la conservation des morts est en haut. Donc vous voyez, c'est ici que sont exposés les secteurs. Et c'est à côté qu'on boit du café, parce que le deuil implique aussi le rire. Il faut pouvoir aussi raconter des blagues sur le défunt ou la défunte. Voici l'intérieur de ce bâtiment. À l'extérieur, la façade a été traitée à la caséine. On a voulu clairement que sa physionomie se démarque par rapport à celle des autres bâtiments, donc le bois est devenu pierre. À l'intérieur, on a utilisé de la gomme laque. C'est un matériau ancestral que l'on utilise pour le traitement de surface. L'atmosphère est très importante pour moi. Ici aussi, je me suis posé la question de l'atmosphère à donner et dans quelle intention. Mes détracteurs disent que tous mes espaces se ressemblent, mais pour moi, je trouve que l'atmosphère doit toujours être développée sur une base culturelle. L'atmosphère est quelque chose qui n'est pas prédéfini, c'est quelque chose qu'on a du mal à programmer. Je ne sais pas si j'y contribue ou si quelque chose vient de l'extérieur vers nous. Alors, apparemment, quelque chose est tombé sur moi. On ne sait pas trop si l'atmosphère dans un lieu est liée à l'objet ou au sujet qui l'aperçoit. Les atmosphères ne sont jamais 100% subjectives ni 100% objectives. Mais Bruno Latour parle du quasi-objet et du quasi-sujet. Les atmosphères sont toujours liées à l'expérience aussi, comme le disait Bruno Latour. Sans les expériences, sans cette perception consciente, on ne peut pas sentir une atmosphère. La résonance est importante aussi. C'est le niveau le plus élevé de cohérence. Lorsqu'il y a une interaction entre moi et l'atmosphère quand j'y participe. À mon sens, l'atmosphère est la plus forte, puissante, lorsqu'elle n'est pas organisée. Lorsqu'il y a un objet qui prend trop de place dans l'espace, cela ne peut pas donner lieu à une atmosphère vraie. S'il y a une conception selon des principes statiques, sans aller au-delà de ces aspects purement de conception, c'est difficile de donner naissance à une véritable atmosphère. Je pense qu'on peut prévoir, planifier, construire des atmosphères dans l'absolu. Et justement, dans cette chambre funèbre, on souhaitait une atmosphère particulière. On savait que pendant la période du deuil, les gens sont différents, ils agissent différemment. Ils sont souvent agressifs. Et souvent, on ne peut pas vraiment expliquer leur réaction. Donc, je voulais créer une structure qui permette aux uns et aux autres d'aller les uns vers les autres ou de s'éviter. En termes de paix, c'est donc important. Donc pour ce projet, j'ai dû apprendre à faire quelque chose de significatif avec peu d'argent. Le recours à des matériaux donnés a été limité. Souvent, il y a une limitation volontaire. Nous avons défini un périmètre et donc nous avons utilisé le même matériau pour un certain périmètre. C'était parfois un peu vieux jeu, ce n'était pas dans l'esprit du temps.
ce que diraient beaucoup de gens. Souvent, j'ai dû Me retenir un peu, j'aurais bien aimé aller au-delà, mais en fait, je voulais préserver la force de ce lieu, voire la renforcer. Et souvent, l'approche que j'avais était un peu plus osée. Voici donc l'abbaye d'Isantis. C'est une abbaye du XIIe siècle, les bénédictins. J'ai eu comme mission de construire une maison pour jeunes filles. C'était une compétition, un concours, et nous avons gagné. Et à la fin, on a eu un très bel échange avec les moines. Ils voulaient continuer à travailler avec moi. Et j'ai dit, bien, on va essayer alors d'élargir nos expériences. À l'époque, la question c'était s'ils voulaient maintenir l'étable attenant à l'abbaye parce que l'étable avait brûlé et leur question c'était est-ce qu'on va continuer avec cette exploitation agricole ou non. Donc je leur ai développé un concept pour trouver une autre façon de réaliser appliquer des connaissances. Mais ces connaissances, on l'a trouvé très vite, ce n'était pas des connaissances scientifiques ou autres, c'était surtout des connaissances issues de l'expérience, surtout dans le domaine agricole, c'est très important. Donc l'abbaye, l'école et le monastère, ça devait en fait être agrémenté autrement, comme un ensemble de savoir et d'expérience. Voici l'internat de filles. Chaque fille a cette cellule, cette chambre pour elle. Voilà le plan. Il y a 4 étages superposés, plus un sous-sol. Ce sont ici les chambres des filles, c'est donc un pensionnat. Ils vont à l'école en journée, mais ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir. Ici, on a l'espace principal au milieu où ils se rassemblent et on voit ici que cette chambre est à chaque fois orientée autrement. La topographie est relativement raide, il y a beaucoup de dénivelé ici et donc on pouvait rentrer facilement. On n'est pas obligé de rentrer en bas et prendre l'ascenseur, mais on peut entrer directement. Et cela nous a ouvert beaucoup de possibilités. Nous n'étions pas obligés de créer des issues de secours. Voilà, là, les filles peuvent faire la cuisine. Ici, elles peuvent avoir un peu de temps ensemble. C'est un peu une métaphore pour le relationnel. Là, ici, elles nouent les premières relations. Un autre élément important, ce sont évidemment les chambres. Ici, les fenêtres à l'extérieur sont lisses avec la façade, mais à l'intérieur, ça crée des petites banquettes comme ça. Une fenêtre, pour moi, ce n'est pas seulement une couche entre l'extérieur et l'intérieur. Chez nous, avec les étudiants, on avait un thème qui était de la fenêtre à la place à la fenêtre. Donc créer de la fenêtre un espace où l'on peut passer du temps. Voilà, ça c'est l'étable qui avait brûlé et nous voulions créer un espace
pour une expérience aussi d'observation pour les élèves, mais il fallait aussi que ça fonctionne pour l'exploitation d'agriculture. Et cet espace, il doit aussi promouvoir ou accentuer les sensibilités, qui doit transférer quelque chose. Ici, on peut marcher tout en observant les vaches sans les déranger sur cette passerelle. Et c'est vrai que ce lieu m'a enseigné beaucoup de choses. Lefebvre disait, et c'est là que je l'ai compris, pour qu'un lieu devienne vraiment un lieu de vie dans son ensemble, il faut une production de produits qui génère une production de savoir et ensuite une production de sens. Alors sans produire quelque chose soi-même, on ne peut pas produire des connaissances et avec la connaissance, on crée des significations, on crée du sens. Voici une maison pour les invités. Et ceci devait être ou devenir un lieu destiné à recréer un sens perdu de la communauté. Donc nous avons transformé cette vieille maison, nous avons rajouté une extension. Mais là, j'ai essayé d'éviter le contraste vieux et neuf, et je ne voulais pas non plus qu'on puisse lire les temporalités, mais je voulais effacer les différentes époques. Parce que ce lieu, il est très fort, il dégage quelque chose de très fort, et nous voulions pas enlever cette force qui dégage de ce lieu. À l'école, c'est vrai que nous avons parfois aussi des maquettes très abstraites, et une maquette abstraite, elle véhicule les idées essentielles d'une conception, et je pense que c'est plus clair pour la réalisation. Je ne veux pas dire avec ça que c'est un outil meilleur pour chaque partie, car pour chaque partie du travail, il faut les outils appropriés pour chaque étape. Ici, les gens voulaient une salle avec de préférence une fenêtre panoramique, et là nous avons créé cet espace, et par exemple avec une fenêtre ici et avec une image ici, et bien là on peut danser, je peux danser avec mon partenaire, mais en dansant il y a à chaque fois la lumière qui va nous gêner, et la partenaire elle va dire à chaque tournant où tu es, je te vois pas. Bon, et ça leur a plu, ça les a convaincus, et voilà comment c'est devenu au final. Ces trois côtés avec des éléments un peu répétitifs, avec des fenêtres. Peut-être que c'est un peu selon Bruno Latour qui disait quasi sujet, quasi objet. Moi, j'ai toujours d'autres images en vue. Ici, c'est vert, là, c'est gris, parce qu'en face, il y a un mur en gris, en acier. Et ces images, parce que les fenêtres, à ce moment-là, sont des cadres qui donnent vue sur des images, mais en même temps, on répète les cadres et ça crée une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Et Bruno Latour, il disait, parce qu'il a écrit un livre qui s'intitule Le Parlement des choses, et le Parlement des choses, chez lui, inclut la nature ou la chose. Lui, il voudrait donner une voix à la chose. Voilà une petite scène entre l'intérieur et l'extérieur. Voici, ça c'est pour les invités, pour les hôtes. Ce poteau au milieu, on aurait voulu l'enlever, c'était souhaité.
Là, on a mis deux Stammtisch dans la diagonale de ce poteau. Mais ce poteau, moi, je le trouve très beau parce qu'il crée une distance et en même temps, il crée des liens. Voilà, une vieille chambre ici. Ici, un espace qui n'est pas utilisé. Et là, on est avec Foucault et son hétérotopie quand il dit que c'est un autre monde, un autre univers ou un contre-univers par rapport au quotidien. Ces espaces-là font beaucoup de bien dans cet immeuble-là. Ce que j'ai appris ici, c'est on avait dit qu'on imagine un événement et cet événement, évidemment, il y a des personnes qui participent, donc il me faut des pièces et une structure pour rendre possible cet événement. C'est un autre chemin pour y arriver et c'est vrai que ça donne une autre solution, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. Donc, cet événement était le point de départ. Ensuite, avec les ans, c'est quasiment devenu une façon de penser. Il y a trois choses qui sont importantes dans la vie, pour moi, dans ma vie et dans ma vie en tant qu'architecte. C'est tout d'abord le cosmopolite en tant que façon de penser. Cosmopolite, pour moi, c'est pas du tout global. Ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Quand je dis cosmopolite, ce sont effectivement les connaissances du monde et de son fonctionnement, mais appliquées au lieu où je vis. Moi, je suis casanier. Moi, je ne pars pas dans le monde entier, mais en même temps, je dois savoir qu'est-ce qui se passe en dehors. Et si je n'avais pas su ça à Vrine, eh ben, je pense que tout aurait été un échec, tout ce que j'ai entrepris. Deuxièmement, mon objectif, c'est la différence. C'est une méthode de travail pour moi. Bien sûr, il faut respecter ce qui est différent. Ça, c'est donc ma deuxième importante règle de vie et de travail. Mais quand je dis la différence, ce n'est pas l'autre juste parce que c'est différent ou quelque chose d'autre, mais la différence, elle, est générée par le déploiement des forces d'un lieu. Il y a vraiment une différence entre la différence et l'unicité. Bien sûr, il y a à chaque fois des caractéristiques, mais lorsqu'on arrive à mettre les caractéristiques en harmonie, c'est là qu'on crée des différences. Et j'ai écrit 5 thèses pour la création de la différence. Ma thèse numéro 4 dit, par exemple, que les différences par rapport à d'autres lieux deviennent différences à travers d'une quantité du presque pareil. Et le presque pareil reflète la différence. Ça, c'est en fait la quantité du presque pareil. Et la troisième règle de vie et de travail pour moi, c'est de me rapprocher de ce qu'il y a de local dans la réalisation de mon travail. Voilà, c'est dans je me dis toujours que
construire avec l'aspect du local, c'est aussi possible dans la ville. Voilà, c'est cette trinité, la façon de penser cosmopolite, la différence et l'implication du local dans la réalisation. Bon, avec ça, je ne fais pas encore de l'architecture, mais ça me donne une attitude de base. Et c'est aussi une autre forme d'expression de terroir. Donc voici les trois espaces d'expérience qui m'ont influencé. Et à présent, j'aimerais revenir sur des projets qui sortent du village, qui s'inscrivent dans le paysage. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de construire un bâtiment à l'extérieur, donc en pleine nature, que dans un environnement bâti, dans un village ou une ville. Si je veux renforcer, consolider ce qui existe, développer un lieu, c'est plus facile. Donc vous voyez ici un haut plateau. Outre l'horizon, la pierre, il n'y a rien d'autre. Et donc nous avons construit ce chalet, un chalet comme ceux qui existent aussi en France et en Allemagne. On l'a construit en 2003 et j'ai pu convaincre les gens de rassembler des pierres, puisque les pierres existaient. Donc les gens sont venus en masse et ont collecté des pierres. En règle générale, ce genre de chalet est fabriqué avec des structures assez légères et ensuite on transporte par hélicoptère des suprastructures, mais là on avait une approche différente et elle est assez réussie. Donc vous voyez l'ancien chalet, le cœur de ce que nous avons modifié. Et ça, c'est mon motif préféré. Je crois que Le Corbusier avait dit « Fais un grand trou, mais mets quelque chose devant ce trou ». Cette image et les images que l'on voit habituellement ne me conviennent pas. Donc je préfère voir les choses avec cette approche-là, avec ces couches. Voici un chalet dans la forêt, dans une commune qui souhaitait mettre en place un espace qui accueille des écoles, des gens qui travaillent sur la forêt. Donc ils se sont demandé ce que ça pourrait être. Et au final, ils ont décidé de construire une maison pour accroître la perception, renforcer la perception. Il y a une atmosphère particulière dans ce lieu, donc beaucoup d'arbres, le sol est meuble et ça nous a convaincus de proposer ce concept. Voici donc le plan de cet espace avec différentes pièces annexes. On rentre par ici. Et vous voyez la forme avec un axe vers le haut. Je ne voulais pas construire une forme quelconque, mais vraiment quelque chose qui permette de percevoir différents phénomènes. Par exemple, le chauffage. Donc, vous voyez, il y a un poêle ici. Et les gens doivent sentir la création de chaleur. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà perçu le rayonnement de la chaleur. Ça n'a rien à voir avec la convection qu'on connaît trop bien dans nos maisons. En fait, la chaleur a un poids particulier. On peut transporter la chaleur. Et la chaleur monte, comme vous le savez. Donc, c'est pourquoi c'est un peu plus bas à gauche et le bâtiment se soulève vers la droite. Et voici de quoi ça a l'air de l'intérieur. Voici ce poêle. Et là aussi, les piliers sont beaucoup plus massifs que ce que les considérations statiques nous dicteraient. Là aussi, on ne voulait pas se limiter à appliquer les connaissances scientifiques qui paraissaient adaptées en l'occurrence. Ce qu'on voulait, c'est créer une atmosphère particulière. C'est pourquoi on a choisi 40 x 40 cm pour ces piles. Vous voyez la nature à l'extérieur, on voit la forêt, alors que de l'autre côté, on ne voit que le bois. Un autre facteur était important,
Dans le bois, dans un tronc, toutes les parties peuvent être utilisées, donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire à partir de ces troncs. Donc on voit le cœur du tronc qui peut induire un certain nombre de fissures si on n'enlève pas dans le bois d'œuvre. Les planches sont faites dans la partie extérieure du bois, en dehors du cœur. Et c'est avec ce bois qu'on fait des planches généralement qui sont les meilleures. Donc c'est ça qui est véritablement du bois d'œuvre et qui permet de fabriquer des meubles, mais aussi planchers ou autres. Sur le côté, on voit des planches latérales. C'est celles qui présentent ces grands reliefs et elles sont un peu plus fragiles, mais je les ai utilisées pour avoir une acoustique particulière. On ne peut même pas chanter ici parce que tout est absorbé ici. On imaginait l'atmosphère comme si on se trouvait sous des branches dans la forêt, comme si on rentrait à l'intérieur d'un jeune arbre. Et c'est comme si l'arbre absorbait ta voix, absorbait tous les sons. Tel était l'objectif déclaré pour la conception de cette pièce. Et là, ce n'est pas non plus une vue panoramique qu'on proposait. De l'autre côté, on aurait pu voir aussi le paysage, mais on a choisi de ne pas le faire. On a voulu sciemment se concentrer sur ce lieu particulier, avec cette mission particulière. Ici, l'idée de l'interaction entre l'objet, la chose et l'humain fonctionne plutôt bien. J'en arrive à une petite tour à l'entrée du NEAT, du tunnel ferroviaire du NEAT. On a réutilisé un nouvel espace. On a créé un nouvel espace et on nous a confié la mission de construire ici une tour de guet. Pour moi, c'était un peu difficile parce que jusqu'à présent, j'ai toujours construit des bâtiments ou des objets qui avaient un sens, qui étaient proches de la vie. Et là, il s'agissait d'un objet un peu abstrait. Et du coup, on s'est dit, bon, on va voir ce qui est possible. Et là aussi, on a regardé ce qu'il y avait autour dans l'espace. Et donc, on a trouvé des troncs de sapin blanc magnifiques. C'est du bois de belle qualité qui est justement de qualité assez homogène. Et on a développé cette forme. Un cercle, au départ, et ensuite on a fixé les différents troncs les uns contre les autres. L'escalier au centre, c'est un cœur, un cercle, et ils sont entourés de ces troncs d'arbres et chapeautés par ce toit, avec différents balcons qui permettent de regarder dans toutes les directions. Voici l'intérieur. L'intérieur, il y a du jonc, donc vous voyez, il y a également utilisation de jonc local. Là aussi, les artisans du cru ont pu montrer leur savoir-faire. Voici l'escalier. Voici donc un dernier projet
C'est une tour à nouveau, mais c'est une tour différente. Elle se trouve dans un parc animalier. Et la première tour avait bien plu aux gens de ce parc animalier, donc on nous a dit, ben, allez-y, faites une deuxième tour. Mais celle-ci faisait 30 mètres de haut, la première ne faisait que 10 mètres de haut. Donc je ne savais pas trop si je me voyais le faire. Voici la première ébauche qu'on a faite, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, est-ce que ce serait une production artisanale, est-ce que ce serait un bâtiment fonctionnel, est-ce que j'ai une appétence pour l'innovation ou est-ce que je veux plutôt me concentrer sur l'art? Et là, je fais référence à Alberto Giacometti, qui est un voisin, et il est également des Grisons. Et je dis aussi à mes étudiants régulièrement, n'hésitez pas à utiliser des images, mais essayez de comprendre ces images. Et je pense qu'à partir du moment où on a compris ces images, le risque de copier l'œuvre est faible parce que quand on a bien compris quelque chose, on n'a même pas envie, on n'ose même pas copier cette chose parce que sinon c'est amoral. Comprendre des images pour réduire le risque de la copie. J'ai mis au point une méthode de développer des idées pour des projets. Je me rends dans la localité, je regarde ce qui est possible, je rentre à la maison et je développe un projet. Je retourne ensuite sur le lieu même et j'essaie de détruire les choses et si ça se maintient, à ce moment-là, on peut continuer à travailler sur ce concept. Souvent, c'est un acte de désespoir. Comment arriver à trouver de bonnes idées? Et ça marche bien à l'église, pour ma part. Je ne vais pas tout le temps, tous les dimanches à l'église, mais j'y vais pendant que le prêtre fait son sermon. Moi, je dois me taire et du coup, je réfléchis, je développe mes projets et ça marche relativement bien pour moi. Pour cette tour, on n'arrivait pas à avancer. Du coup, j'ai demandé à mes collaborateurs, allez, venez avec moi, on va parcourir ce village. 30 à 40 personnes vivent là. Et on a vu un tel support. Il y en a partout. Il y a des formes merveilleuses un peu partout. Il faut juste regarder de près. Oublier tout ce qu'on sait, laisser tomber l'expérience et regarder. Et c'est là où on a vu ce support qui servait à couper le bois. Et c'est là qu'on pose le tronc. Ensuite, avec la scie, on tranche le tronc. Et cet objet nous a donné une bonne idée, une idée intéressante. On a, à la suite de ça, développé cette forme. Tout d'abord, donc on avait la forme, et ensuite, on a donc mis en place ce concept géométrique, 2 pièces qui sont mises en rapport l'une avec l'autre. Assez rapidement, on a eu l'idée de fixer cet objet sur place. Et du coup, on s'est dit que cette tour faisait partie du réseau de circulation. Un peu partout, il y a des rues, des chemins, des sentiers dans ce lieu. Et on se dit, tiens, mais ça pourrait faire partie de la même logique, c'est-à-dire on peut monter, repartir. Et du coup, on s'est demandé, mais quelle devrait être l'ouverture entre les 2 piliers? Souvent, il est intéressant d'utiliser un objet qu'on connaît. Donc ça, c'est l'échelle par rapport à la maison pour connaître un peu la taille. Parce que j'ai du mal, voilà, je ne savais pas trop ce que ça donnerait dans la réalité qu'une tour de 30 mètres. Et donc, nous l'avons confronté à ce bâtiment. Voici le plan. En bas, il y a les 2 supports, les 2 piliers, ou bases des piliers, qui sont très éloignés. Et ensuite, ces 2 piliers se rapprochent. Et au final, il y a une plateforme qui couronne le tout. Donc, tu montes d'un côté, elle monte de l'autre. Et on se
rencontre pour la première fois là-haut, mais on ne se réunit pas et on poursuit notre chemin. Et tout d'un coup, on continue notre chemin ensemble et on se marie tout en haut de la tour. Voici la tour, la réelle, différente selon la situation. Donc là, vous voyez les deux pieds qui sont assez larges, largement ouverts, la forme par en bas. Et là, le mouvement démarre. C'était l'idée aussi que ce ne soit pas un objet muet, que ce soit une chose qui bouge ou qui donne l'impression du mouvement. Alberto m'a beaucoup inspiré. À l'intérieur, l'atmosphère est forte aussi, elle est empreinte de lumière et de matière, de forme, avec un couloir. Et tout cela fusionne pour donner lieu à une atmosphère particulière. J'ai voulu utiliser le même matériau, mais dans des variations différentes. Et voici la tour vue d'un peu plus loin. Encore une idée que j'ai développée pour un nouveau projet. Il s'agit d'une nouvelle manière d'habiter dans les régions montagneuses. C'est un nouveau concept. On voudrait construire un nouveau quartier dans le village. Pour ce concept, on aimerait préserver le mode de vie ancien du village et l'intégrer dans ce nouveau projet. Il ne s'agit pas de faire la même chose, d'utiliser les mêmes espaces, les mêmes pièces, mais en tout cas recréer l'atmosphère et le style de vie de l'époque. 21 unités sont prévues, donc 21 logements, mais avec beaucoup plus de densité. Les logements sont très proches les uns des autres. Les rapports entre ces différents logements sont beaucoup plus intenses que les maisons individuelles dans un lotissement. Donc voici le plan. Vous voyez en jaune des espaces qui n'ont pas d'affectation spécifique. Et ça veut dire que leur usage est ouvert. Ces espaces ne sont pas chauffés. Les logements sont accolés les uns aux autres normalement et on se sent un peu à l'étroit. Dans un village, ce n'est pas le cas. Et du coup, on a prévu ces espaces qui n'ont pas d'affectation spécifique et qui ne sont pas chauffés. Après, il y a la cuisine. Et en fait, dans ces différents modules, la cuisine est la seule pièce aménagée avec des équipements techniques. Il y a d'autres pièces encore et on peut se promener ici ou là. Je suis en fait le rythme quotidien à l'extérieur. Le soleil vient le matin, je suis peut-être en train de travailler et le soir, je suis de l'autre côté. Ces espaces peuvent être utilisés à d'autres fins, par exemple comme dessert ou resserre. Donc c'est une sorte d'étable moderne. Dans les régions montagneuses, c'est quand même génial d'avoir une étable à côté de son logement. Et là, ce serait une forme nouvelle, innovante de l'étable. En fait, on voudrait atteindre deux objectifs par ce projet. D'une part, réduire l'espace chauffé et de l'autre, relativiser quand même le côté, l'espace restreint, donc la perception d'espace doit être élargie. On ne sait pas trop quelle est la taille de cet espace. Giuseppe di Lampedusa a dit un jour... Attendez, comment est-ce qu'il a formulé les choses? Oui, une maison dont je connais toutes les pièces ne mérite pas d'être habitée. Voilà ce qu'il a dit en substance. Et moi, j'aimerais bien habiter dans une maison dont je ne connais pas toutes les pièces. Donc ces qualités doivent être régulièrement activées et réactivées. Voici des sculptures qui me fascinent pour l'aménagement des cuisines. Parallèlement à cela, nous avons lancé un travail de recherche en Suisse. On a pas mal de types de maisons, les bâtiments Minergie et autres. Je ne sais pas si c'est un problème aussi pour vous. En tout cas, pour ma part, je ne voudrais pas vivre dans une maison labellisée
mais dans une bonne maison. Donc on a fait un travail de recherche dans ma chaire à l'École polytechnique fédérale. C'est une de mes assistantes allemandes qui s'appelle Franziska Wittmann. Dans le cadre de ce projet de mémoire, il s'agit de mieux saisir la dimension physique. Par exemple, quelle est l'influence de la génération de chaleur? Comment est-ce qu'on peut bien aérer un espace sans recourir à des moyens techniques? Nous sommes... Alors voici le livre qui en a ressorti. Donc ce phénomène est bien expliqué et il y a des études de cas pour chaque point qui est traité dans le livre. Nous sommes convaincus que si on recourait à ces phénomènes physiques, les espaces seraient très différents et le rapport à l'énergie serait également très différent. Bien entendu, nous devons économiser de l'énergie, la question ne se pose pas. En même temps, il faut veiller à ce que la qualité n'en pâtisse pas. Et je pense que ça pourrait induire en plus en termes de qualité et également favoriser la création de valeur sur place. Ça n'a pas d'intérêt de produire ces bâtiments tout faits en un endroit et de les distribuer dans le monde entier, car cela détruirait la diversité. La suffisance et l'efficience sont liées. Alors, il ne faudrait pas avoir froid dans ces bâtiments. La suffisance, pour nous, c'est sentir les choses et les transposer dans différentes formes, différentes qualités. À l'école, pour le nouveau semestre, donc, on va se concentrer sur l'avenir des paysages façonnés par l'homme, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous avons il y a à peu près 20 000 endroits qui attendent, c'est-à-dire des lieux dont on ne sait pas quoi faire. Ça n'est pas un changement, un bouleversement, c'est plutôt une rupture dans les paysages façonnés par l'homme. Je crois qu'il faut retourner jusqu'à la Renaissance pour retrouver une telle mutation, un tel bouleversement. La Renaissance, comme nous l'ont expliqué un certain nombre d'historiens, la Renaissance représente donc un tournant dans l'histoire de l'Europe. Et à l'époque, ils se sont réappropriés les savoirs et l'art antique. Là aussi, on se tourne à nouveau vers l'histoire. Peut-être qu'on veut développer de nouvelles approches, mais en tout cas, pas forcément. Ce que l'on veut, c'est essayer de comprendre l'existant pour en tirer un certain nombre de conséquences pour la situation d'aujourd'hui. Nous prévoyons, par exemple, de faire une auberge à partir de 2 grandes étables. Actuellement, dans la montagne, la tendance vise à attirer les citadins et ils se cachent derrière les anciennes étables. Donc pour moi, c'est une catastrophe. Parce qu'il y avait une véritable fonction dans ces espaces. Il y avait de la vie, des animaux. Et là, à présent, les gens se cachent dans ces anciennes étables. C'est une romantisation extrême, si on veut. Bernhard Waldenfels, un philosophe allemand, est venu chez nous et il a formulé les choses de façon idéale. Il a parlé de l'ère pré-esthétique. La fonction et la forme étaient intimement liées, c'était la même chose. Cette structure était liée aussi à la fonction. Et il a parlé ensuite de l'ère esthétique.
cette rupture entre l'image et la fonction. C'est précisément ce qui s'est produit avec ces étables. Et lui, il plaide en faveur d'une période post-esthétique. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'une synthèse se fera entre des nouvelles conceptions, des nouveaux besoins et ces formes anciennes. On constate que la transformation de ces étables est plus un problème culturel qu'un problème lié à la conception. La ville évolue, la vie change et on constate que chez nous, les problèmes sont proches, même s'ils paraissent différents. Changer la ville, changer la vie. Il y a des moments pendant lesquels on doit travailler. Il faut de l'éducation, il faut du savoir. Deuxièmement, il faut activer et sensibiliser nos sens, c'est essentiel, car cela nous permettra de découvrir de nouvelles significations et peut-être aussi de nouveaux besoins. Et il faut également des mesures d'orientation, de cadrage, des règlements, des ordonnances qui nous disent dans quel sens il faut aller afin de se rejoindre dans le commun, la communauté. Voilà ce dont je voulais vous parler. Donc, comme vous l'avez constaté, j'aime la différence, j'aime les différences, qu'elles soient d'ordre architectural ou autre. Mais cette diversité ne peut pas se faire d'une façon quelconque. Ce serait bien si toi, dans 50 ans, tu venais à Vrine et que tu dises « Vrine ne ressemble pas à ici ». Mais est différente. Ça, ce serait bien, si tu disais ça. Je ne vais pas faire de la résistance dans mes travaux par rapport à l'ère moderne, pas non plus par rapport à l'ère numérique. Je m'efforce d'offrir aux humains un espace pour leur sens et de laisser de la place pour la sensualité. J'essaye d'apporter une contribution modique au renforcement de lieux. Et enfin, voici ma sculpture préférée d'Alberto Giacometti. Ces personnages nous regardent, on a l'impression qu'ils nous regardent fixement et on n'arrive pas à passer subrepticement à côté d'eux. On ne peut pas échapper à leur regard. Chez Giacometti, on a l'impression que l'objet et le sujet se mêlent. Pour ces objets, pour ces choses, la résonance, les résonances sont très fortes. Je pense que c'est important en architecture. Une forte présence. Alberto a dit, un jour je me suis vu dans la vie et dans la rue, pardon, un jour je me suis vu dans la rue et j'étais le chien. C'est peut-être pourquoi cette sculpture a une telle présence. Donc elle est à la fois très érotique et sans réaction. Il a régulièrement détruit ses projets, c'est ce qu'on dit du moins. Et il recommençait régulièrement ses sculptures, ses projets. Et il disait régulièrement, là, je m'approche, je suis tout près de ce que je voulais. À chaque fois, il était persuadé qu'il finirait par arriver à obtenir ce qu'il voulait. Je suis tout près d'atteindre mes objectifs. Comme vous, je démarre souvent mes journées avec un certain scepticisme, mais pas avec des doutes de principe. Le scepticisme est un bon pionnier, ça prépare bien le chemin. Il faut également avoir la certitude que ça pourrait marcher, comme pour Alberto Giacometti. Je suis très près d'atteindre mon but, même si on n'est jamais sûr d'y arriver. L'illusion subsiste. Voilà, je vous ai rendu compte de 40 ans de souffrance dans la passion, mais moi je vis très bien avec. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean Caminada, merci. Comme le temps a passé très très vite et que l'heure a déjà bien tourné, je vous propose de ne pas faire la séance de questions-réponses dans la salle, mais sachez que M. Caminada reste encore un petit peu avec nous et si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez discuter avec lui dehors dans le hall. Vielen lieben Dank, Herr Caminada, für diesen wunderschönen Vortrag. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und deshalb möchte ich Ihnen allen vorschlagen, dass wir jetzt keine Fragen-Antwort mehr machen. Herr Caminada bleibt noch bei uns. Und wenn Sie noch Fragen an Herrn Caminada haben, können Sie die ja gerne mit einem Gläschen in der Hand stellen. Ein Gläschen in der Hand ist ein gutes Stichwort. Das erste Glas gibt Ihnen AEC Global Solutions zusammen mit Cabinet Fakt aus. Sie kriegen die, falls Sie noch kein Ticket haben für das erste Freigetränk, können Sie das am Stand vorne abholen. Und alle Architekten der Architektenkammer Baden-Württemberg können sich bei uns am Stand auch noch eintragen, damit Sie Ihre Punkte bekommen. Pour les Français. Pour les Français, merci de penser à rendre vos casques et vous récupérerez vos cartes d'identité et passeports. Et nous vous invitons à rejoindre le cocktail puisque notre partenaire AIC vous offre la première boisson. Si jamais vous n'avez pas eu de ticket, vous pourrez vous en procurer un au stand de la MEA. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. On voulait aussi vous dire qu'il y avait un restaurant sur place, donc si vous voulez prolonger la soirée, nous on reste toute la soirée, donc vous pouvez manger également avec nous ici. Ja, wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Jahr bei den 18. Architekturtagen. À l'année prochaine.